Bonjour et bienvenue dans ce premier cours sur les techniques d'analyse en marketing stratégique. Alors, toutes ces techniques visent à l'obtention de ce qu'on appelle un diagnostic stratégique. Et c'est le sujet de ce premier cours. Vous voyez ici un petit schéma où on voit trois niveaux, on va dire, d'observation, hein. On va donc observer l'intérieur de l'organisation, on va observer le micro-environnement, donc ce qui se trouve à proximité de l'organisation, et puis le macro-environnement, la sorte de soupe dans laquelle va baigner tout ce système. Allons-y. Alors, un diagnostic stratégique, c'est quoi? La première manière de voir les choses, c'est de se dire que c'est la première phase d'un processus stratégique. Alors, j'ai mis «première» entre guillemets ici parce que on va tout de suite se rendre compte que c'est un processus, itératif, hein. Finalement, cette stratégie, beh, on peut la prendre un peu par, n'importe quel bout, hein, et donc c'est un peu un parti pris de dire que c'est la première phase, mais c'est vrai que si on doit commencer par quelque part, eh ben, on va commencer par se dire qu'un diagnostic stratégique, c'est une bonne idée. Alors, ça permet de faire un résumé pour une organisation, hein, dans un premier temps, ce qu'on va appeler ses atouts et ses faiblesses ou ses forces et ses faiblesses, hein. On appelle ça le diagnostic interne, hein, et par exemple, hein, le fait de voir qu'on a un certain savoir-faire, et ben, ça doit ressortir, du diagnostic stratégique. C'est une force d'avoir ce savoir-faire. Ce qu'on va faire aussi, c'est analyser ce qu'on va appeler les opportunités et les menaces, hein, dans l'environnement, hein, autour de l'entreprise. Heu, on appelle ça le diagnostic externe, hein. Par exemple, le taux de croissance d'un marché, beh, c'est quelque chose qui s'impose plus ou moins à nous, hein, qui est, voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de l'organisation. Hem L'objectif final est donc d'arriver, grâce à ce diagnostic, à formuler une stratégie, qui soit, si possible, hein, voilà, pertinente, hein, intéressante pour l'organisation. Hein, c'est toujours un parti pris, hein, une sa stratégie, hein, mais donc, en ce qui concerne l'élaboration de la stratégie, hein, nous, on ne verra pas ça dans cette série. Voilà. Alors, en interne, on utilise volontiers ce qu'on va appeler des checklists, hein. Je vous présente celle-ci, c'est qu'on appelle les 7 S, hein, qui a été, élaboré par, le bureau de consultance McKinsey. Hem et bah, finalement, là aussi, hein, cette checklist, on peut aller rajouter des choses, on peut en enlever si jamais c'est pas nécessaire, mais en tout cas, ça permet de se focaliser sur différentes choses, hein, ici 7 choses différentes, et voilà, de classer en tout cas notre réflexion en cette catégorie. Ce que j'aime bien à ce modèle, c'est qu'il sépare les choses en ossature et moelle. Enfin, c'est une manière de voir de d'expliquer, hein, qu'il y a plusieurs catégories, de choses dans lesquelles on va pouvoir trouver des forces et des faiblesses, hein, donc 7, et qu'on peut les classer en eux-mêmes en 2 catégories. Alors, moi j'interprète, l'ossature comme, voilà, la structure, c'est ça que c'est, hein, au sens large, hein, pas la structure comme on la voit ici, mais donc une sorte de manière de faire, voilà, qui va être relativement, fixe dans le temps. OK? Son but est de nous offrir des points d'appui pour arriver plus efficacement à, une stratégie définie. Donc on aura, la stratégie, donc tout le début du processus qu'on fait ici, fait partie des forces et des faiblesses. Si on a une stratégie qui est bien établie, bien comprise, dans l'organisation, hein, et qui, se base sur des hypothèses, vraisemblables, ça va être on peut en retirer une force, hein, et à contrario une faiblesse si c'est mal fait.
Et donc ça va quand même être, quelque chose, beh, on va avoir des petits outils, des manières de faire où, va y avoir une sorte de petite routine, hein. On va dire: «OK, c'est comme ça qu'on établit les stratégies, c'est comme ça qu'on la revoit», hein, et voilà. Hein, même chose pour la structure et les systèmes, hein. Donc la structure, beh, par exemple, ce serait les process, hein. Ça, c'est quelque chose relativement fixe. En tout cas, c'est une guideline qui est assez fixe. Ah, les systèmes, par exemple, le système d'information. Oui, ça c'est quelque chose aussi, hein, qui est fixe. Ah, et on voit bien évidemment que la stratégie, les systèmes d'information et les process, mais tout ça ne fait qu'un, hein, tout est en relation l'un avec l'autre. En ce qui concerne la moelle, il y a aussi une certaine forme de routine, mais ici, le but de la routine est de nous rendre plus adaptables à la variabilité et à l'incertitude de l'environnement auquel on fait face, hein. Hem, alors ça n'est pas que ça, hein, le style, le savoir-faire et tout ça, mais on voit que, voilà, par exemple, un savoir-faire, eh ben, le savoir-faire idéal est celui qui peut s'adapter à des conditions exceptionnelles, hein. Le style, c'est la même chose. Le personnel, beh, ça, c'est bien sûr, il y a des gens sur qui on peut compter, mais le fait de pouvoir, aller chercher des compétences qu'on n'a pas à un certain moment, pour faire face à une situation spéciale, ça avait vraiment de la valeur. Hein, donc c'est des choses qui voilà, hein, pour classer les deux catégories, il y en a une qui serait plutôt de l'ordre de quelque chose de fixe, hein, et de l'autre, fixe, ouais, et positif, et l'autre, quelque chose de l'ordre de l'adaptable. Voilà, ces catégories ne sont pas strictes, hein, mais c'est en tout cas pour, éveiller notre attention aux 2 types, hein, de forces qu'on peut avoir. Une force, parce qu'on a une structure fixe, et une force parce que, on a une structure adaptable. Voilà pour, les 7 S. Donc le diagnostic stratégique interne, hein, et on verra d'autres outils, hein, que les 7 S, hein, il consiste à analyser, hein, ses ressources, ses compétences et son organisation. Alors ces 3 catégories sont importantes, hein, puisque c'est finalement dans ces 3 catégories qu'on va aller chercher ce qu'on va appeler des facteurs clés de succès, hein, des choses qu'on fait mieux que la concurrence. Hein, on peut avoir des ressources que la concurrence n'a pas, on peut avoir des compétences que la concurrence n'a pas, et on peut avoir une organisation, hein, aussi bien interne entre personnes, entre services, que externe entre mon organisation et hein, peut-être, la filière, hein. Mais bon, là, on sort un petit peu du diagnostic interne, hein, mais de nouveau, interne et externe, il y a parfois une limite qui est difficile à obtenir, hein. Ça n'est jamais qu'une personnalité juridique, qui fait la limite des 2, et parfois il y a des choses qui sont, hein, assises sur la limite, et donc ça, c'est pas facile de savoir si c'est interne ou externe. Il faut tout organiser, hein, que ce soit assis sur la limite qu'on a décidé de prendre ou pas. Voilà, et donc en analysant ces 3 points, on va mettre en évidence toute une série de valeurs, hein, créées, hein, et toute une série de, valeurs perdues ou de pertes, hein, en tout cas d'incompétence, on va dire comme ça, hein, si on parle des compétences ou d'absence de ressources ou de peu d'organisation, hein, c'est ça, ce que j'appelle des pertes. Et c'est-à-dire, dans un premier temps, on va essayer de toutes les lister. Et puis dans un deuxième temps, hein, le diagnostic stratégique interne va tenter de spécifier, hein, les les forces, hein, donc les valeurs, qu'on va exploiter pour, se démarquer de ses concurrents, OK? Et les faiblesses spécifiques qu'on va combler pour rester compétitif face à nos concurrents. Très bien. Hem, je s oui, je dis ça, et j'insiste dessus parce que,
ça m'arrive trop souvent d'être face à des travaux où j'ai un diagnostic interne avec des listes interminables de forces et de faiblesses. Oui, c'est probable et elles sont probablement justes, là n'est pas la question. Mais le principe, c'est que, on s'en sert de ce diagnostic interne comme du diagnostic externe pour établir sa stratégie. Et donc, on va sélectionner, on peut pas raconter une histoire qui dure des heures et des heures. Donc on va sélectionner, hein, réellement les forces, qui nous permettent, de, de pouvoir prétendre à cette stratégie, les faiblesses qu'on va devoir combler pour, atteindre cette stratégie, hein, et comme ça, on a une histoire à raconter. Et finalement, c'est ça le diagnostic stratégique, c'est l'histoire de votre stratégie au moment où vous la vendez, hein. Et donc, on de manière, voilà, conventionnelle, hein, dans ce diagnostic stratégique interne, on va mettre tout ce sur quoi on considère que l'organisation a une forte influence. Hein, une forte influence, voire un pouvoir de décision. Voilà, ça ce serait l'idéal, hein. S'il y a un pouvoir de décision, ça c'est clair, ça va en interne. S'il y a une influence, on peut encore discuter, hein, et en tout cas si ça s'impose à nous, ça c'est en externe. Voilà. Alors je vous ai mis une petite liste ici, hein, vous retrouvez ça, dans les 7 S, on va aussi retomber dessus, hein. Mais par exemple, ici j'ai pris, l'exemple des ressources, hein, mais attention qu'il y ait compétences et organisation aussi, hein. Ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières, ressources immatérielles, hein, tout ça c'est important, hein, et on va en faire la liste et se dire: Tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser là-dedans, hein, pour avoir une bonne stratégie. Voilà, voilà. Alors souvent, beh, on sait ce qu'on a, mais c'est parfois difficile de dire si ce qu'on a est bien, c'est-à-dire crée de la valeur, ou si ce qu'on a n'est pas bien, c'est-à-dire consomme de la valeur, hein. Pour ça, on va, utiliser ce qu'on appelle le benchmarking, c'est-à-dire une sorte de comparaison, ivé excusez-moi, idéalement, hein, une comparaison avec les pratiques, leurs coûts et les performances de ces pratiques de mes concurrents, hein. Ça permettra de savoir finalement si je fais mieux que mes concurrents ou pas, hein. Donc ça, c'est assez intéressant. Je peux aussi comparer mes pratiques, hein, à ce qu'on appelle des best practices, hein, ou des une sorte de point de référence que je vais retrouver dans de la documentation, hein. Je dis: «Beh, voilà, est-ce que mon management est à la pointe, hein, de ce que je peux trouver dans les livres modernes de management? Ou est-ce que, hein, je vais prendre, le cas de la livraison parce que ça c'est facile à comparer, hein. Est-ce que ça vaut la peine que je livre moi-même ma marchandise, hein, et je peux comparer ma manière de livrer avec la manière de faire des meilleurs, hein, mettons, Amazon ou quelque chose comme ça qui va être, vraiment réputé, hein, pour ses qualités de, bon livreur. Voilà. Hein, et ce sera souvent plus facile de faire, comme ça parce que, mes concurrents risquent de rechigner à me donner les informations dont j'ai besoin pour faire un bon benchmarking. Tandis que, Amazon, lui, il va être très content de me montrer comme il fait bien parce que si jamais je remarque qu'il le fait mieux que moi, c'est-à-dire que je consomme de la valeur en livrant moi-même, eh ben, je vais pouvoir externaliser ça, vers Amazon. Voilà. Hein, pas pour faire de la pub, hein, pour, une société somme toute relativement controversée. Hem, Checklist, macro-environnement, habituellement on présente le PESTEL, hein, pour politique, économique, sociale, technologique, écologique et législation. On aurait dû dire législatif, mais soit, hein. Donc ça, c'est une checklist qui vaut la peine d'être utilisée. En tout cas, elle est hyper classique et elle a le mérite d'être facilement retenue, hein, Pestel. Voilà, quel prof de marketing ne parle pas du Pestel? Hem voilà, moi je la trouve un petit peu dépassée, je lui préfère une version, un peu plus moderne, ici, issue, du livre Business Model Canva, d'Oswalder et Pigneur. Hem,
Donc d'abord, il y a plus de catégories, OK? Hein, et on voit que, en bas, j'ai un macro environnement. Hein, là, peut-être qu'il y en a un petit peu moins que le pestel, hein, mais au niveau, de droite-gauche, on a, plutôt un micro-environnement avec les forces du marché et les forces du secteur. Donc ça, je suis beaucoup plus, en interaction évidemment avec, mes concurrents, les parties prenantes, les nouveaux entrants et tout ça et avec les forces du marché, mes clients, hein, et cetera. Donc là, c'est vraiment des choses avec lesquelles je suis, en plus grande proximité et ce que j'aime bien aussi, c'est que, au sommet, on aura les tendances clés et on peut aussi mettre plus de points que 4, mais ça nous dit à quel point dans notre, analyse externe, ce qu'on aimerait pouvoir, alors c'est un vœu pieux bien sûr, mais ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est sortir notre boule de cristal et savoir qu'est-ce que de quoi notre futur sera fait, hein. Ça, c'est pour avoir parce que finalement, c'est ça une stratégie, c'est quelque chose qui est quand même à relativement long terme, on va le voir et donc pour pouvoir, avoir une bonne stratégie, je dois pouvoir anticiper, hein, notre futur et aussi parce que cette stratégie met du temps à être mise en place et donc sur le temps de ma mise en place je veux que je sois adéquat au moment où, hein, les changements arrivent et pas que j'ai, quelques mois ou quelques années de retard, hein, auquel cas je pourrais y perdre mon fond de pantalon. Voilà, hein, donc ça, je l'aime vraiment bien ce petit schéma, beaucoup plus difficile, excusez-moi, beaucoup plus difficile à retenir, hein, mais ça vaut la peine, hein, donc si vous devez, retenir de votre chapeau, vous pouvez toujours prendre le pestel, mais si vous voulez, voilà, avoir une analyse, réellement poussée du diagnostic externe je vous conseille de reprendre tous ces points-là pour, y réfléchir. Voilà. Ah oui et parce que je l'ai pas présent, donc ce qu'il y a au milieu là, hein, c'est la schématisation d'un business model, hein, donc de mon rapport avec, mes fournisseurs et mes clients et comment je crée de la valeur. Voilà, comment je crée de la valeur. Mais ce n'est pas le sujet de ce cours-ci, hein, donc je vais passer ça. Alors, un diagnostic stratégique externe, le principe est relativement le même au diagnostic stratégique interne, hein, mais ici, il concerne l'environnement de l'organisation et pas ce que j'ai à l'intérieur. Et donc le but, c'est d'aller identifier parmi tous ces critères, hein, ceux qui pourraient constituer des opportunités. Et là, de nouveau, je vais faire une liste et il y en a plein des opportunités qui, hein, et c'est un processus créatif, hein, d'aller chercher toutes les opportunités et puis, de lister toutes les menaces qui pourraient, arriver, hein et ensuite je vais, faire une sélection parmi ces opportunités, ces menaces, hein et je vais réellement, hein, dire quelles sont les occasions, c'est-à-dire les opportunités que l'organisation va chercher à saisir avant ses concurrents. Ouais. Hein, donc je fais un choix parmi la liste au-dessus et hein, quels sont les risques que l'organisation va mitiger. Mitiger, ça veut dire réduire, en gros, hein, réduire la probabilité du risque ou réduire le coût du risque s'il arrive, hein, ou à la limite même transformer en une opportunité. Hein. Quels sont ceux sur lesquels je vais mieux travailler que mes concurrents? Alors les risques, en général, on n'aime pas, ceux-là, on essaye de tous les prendre en compte, hein, parce que, bon, parfois on peut jeter les dés aussi, mais, on essaye quand même de tous les mitiger. Voilà. Alors ici, bien sûr, hein, on est sûr de classer tout ce sur quoi l'organisation n'a pas d'influence dans opportunités et menaces, hein. Il y a une zone floue entre le diagnostic externe et le diagnostic, interne, hein. Hem
parce qu'il y a ce sur quoi ouais, il y a ce sur quoi j'ai un pouvoir de décision, ça c'est en interne. Ce sur quoi je n'ai pas de pouvoir de décision ni d'influence, ça c'est externe. Et puis il y a une zone floue où je peux peut-être un petit peu influencer les choses, hein, faire du lobbying ou faire, n'importe quoi pour essayer d'augmenter les chances que ça arrive. Et ça, on ne sait pas toujours si on doit le classer en interne ou en externe, hein, mais bon, intuitivement, au plus j'ai du pouvoir, au plus je mets ça plutôt en interne, et au moins j'ai du pouvoir, au plus je mets ça en externe. Voilà. Très très bien. Hein. Donc on classifie ça souvent en micro-environnement, là où j'ai des relations directes, et macro-environnement. Donc on voit bien que le micro-environnement, là j'ai de l'influence, ça c'est sûr. Hein. Euh, et macro-environnement, là ça s'impose totalement à moi. Voilà, et bien sûr, on n'oublie pas de regarder les futurs possibles. Ça, en externe surtout, hein. Quand on fait la liste de nos forces et nos faiblesses, en général, on regarde ce qu'il y a maintenant et on utilise des données passées pour le savoir. Mais, quand on fait le diagnostic externe, là, on est plus volontiers, hein, tourné vers le futur. Très bien. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de stratégie, hein, ou qu'est-ce que la stratégie finalement? Eh ben, la stratégie, c'est une volonté d'aller quelque part, hein, et ce quelque part, beh, en en tout cas, c'est un lieu commun, entre la plupart des organisations, c'est de c'est de survivre tout simplement. Celui-là, on peut le mettre, hein, sans grosse crainte. Les entreprises tentent de survivre. Alors vous me dites: «Ouais, il y a les pop-up stores et les trucs comme ça». OK, hem, on devrait peut-être dire tentent de choisir leur mort ou leur survie, hein, ce serait peut-être encore plus exact. Souvent, et ça c'est dû à notre, manière historique de voir les choses, on peut rajouter là que la stratégie sert à faire du profit aussi, hein, sert à, voilà, hein, générer un revenu pour les actionnaires qui ont investi dans l'organisation, hein, et on dira d'ailleurs que c'est pour ça qu'ils investissent dans l'organisation, c'est pour en retirer un profit. Bon, on en revient un petit peu à cette philosophie-là, hein, j'ai mis en rouge là, quelque chose de plus général, d'apporter une plus-value, hein, et j'ai mis plus-value entre guillemets parce que cette notion de valeur est relative à l'organisation et aux personnes qui la composent, hein. Voilà, on va plus vers des organisations qui se donnent une mission, hein, une mission, au sens d'apporter de la valeur à la société, hein, à notre environnement, et cetera, et cetera. Hem Bon, là, c'est quelque chose qui doit, probablement être traité dans un cours de stratégie pour savoir vraiment creuser qu'est-ce qui a de la valeur, hein. Je vous renvoie à un cours de faits et institutions économiques pour voir un petit peu, beh, voilà, qu'est-ce qui apporte de la valeur à une communauté humaine, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on peut dire que quand même on recherche à être compétitif avec, en tout cas faire les choses, hein, faire des meilleures choses pour un coût moindre. Ouais, ça peut être une bonne manière de dire les choses, hein. On a une exigence de productivité. OK, hein, augmenter rapport entre, résultats obtenus et quantité de facteurs, utilisés, hein, donc faire beaucoup, avec peu, voilà, on peut dire ça comme ça. On a une exigence de qualité parce que c'est bien de faire beaucoup, mais beh, il faut faire des choses qui puissent, correspondre tout à fait, hein, à la demande du client, et on peut aussi, hein, mettre là-dedans une qualité, c'est-à-dire que quelque chose qui ne soit pas détruit, hein, ou qui pollue, inutilement, et cetera. On a une exigence de flexibilité, on a déjà parlé, avec, en interne, hein, beh, la possibilité de s'adapter, rapidement à des changements, hein, que ce soit des changements dans la demande, des changements dans mon environnement, hein, et cetera. On pourrait rajouter une exigence d'innovation, hein, le fait,
beh, spécialement ici en Europe puisque, on a quand même un désavantage compétitif au niveau du prix de la main-d'œuvre, hein, et ben, du coup, si on veut arriver à créer de la valeur, et ben, on est un petit peu obligé de se réinventer, sans cesse pour, avoir, en tout cas une vague d'avance, sur des pays qui ont une main-d'œuvre moins chère. Voilà, hein. Donc et cette innovation, elle se fait évidemment à plusieurs niveaux, hein, au niveau, produit, hein, je sors un nouveau produit qui n'a jamais, hein, été sorti sur le marché. Je peux même aussi faire un nouveau modèle d'un produit existant, hein, avec des nouvelles spécificités, hein. On aura, aussi une innovation au niveau de la manière de faire ces produits, OK, donc on peut mieux les faire, hein, ou des innovations, dans la manière de s'organiser. Voilà. Dernière exigence, exigence de sécurité, hein, on lira parfois, robustesse, mais sécurité, ça nous parle plus. En fait, c'est une capacité simplement à anticiper et à réagir aux différents risques, hein. Donc robustesse, c'est finalement, voilà, prenez-le comme quelqu'un de robuste, quelqu'un de fort et donc s'il y a un problème et ben, il va pouvoir le surmonter facilement. Hein, sur la droite, en bas, je vous ai mis beh, voilà, une manière de créer de manière créative, tous les risques finalement, hein, essayer de faire le tour de tous les risques, qui pourraient, parvenir dans l'entreprise et donc on va ici dissocier, hein, c'est-à-dire, mettre, l'un à côté de l'autre, le fait qu'on réfléchit en interne et puis des zones de réflexion telles que, une zone de réflexion technique, une zone de réflexion économique, zone de réflexion humaine, zone de réflexion sociale ou encore une zone de réflexion organisationnelle. Et alors on met ça à côté de interne, on regarde toutes les possibilités qu'on peut avoir, on met ça à côté de externe et on regarde toutes les possibilités qu'on peut avoir, hein. Donc la liste ici n'est pas exhaustive, mais donc je peux prendre par exemple, hein, une crise économique au niveau externe et avoir ben voilà, une crise internationale, hein. C'est le cas actuellement, hein, donc voilà. Donc je dois me préparer à ça, hein, donc je vais lister toutes les crises internationales possibles et puis, me dire: ben voilà, si ça arrive, est-ce que j'ai un plan B ou est-ce que je suis mort?» Voilà, très bien, hein et donc, oui, je vous ai mis quelques petites capacités, ce n'est pas exhaustif non plus, hein, par exemple, savoir diminuer les coûts pour faire la même chose, bah, ça, c'est quelque chose, c'est une bonne capacité. Hein. Savoir, valoriser ses compétences, c'est pas tout d'avoir des compétences, hein. Par exemple, je sais pas, vous êtes agriculteur, vous faites des légumes bio, hein, bah, c'est très bien, vous êtes compétent, vous arrivez à le faire, mais si votre client ne le sait pas qu'ils sont bio, eh ben, vous n'avez pas valorisé votre compétence, hein. Voilà, donc il faut le communiquer pour le valoriser, hein. Hem, la capacité d'adaptation, on en a déjà bien parlé, hein et anticiper, hein, oui, ta capacité à anticiper, ça, une bonne boule de cristal, ça sert aussi toujours, très bien. Alors pour ce cours, heu c'est pas facile parce que, je prépare ce cours est fait pour, un bachelier en marketing et donc on vous prépare grosso modo, même si c'est pas une vérité absolue, à devenir chef produit, hein. Donc, je vais essayer en tout cas de ne pas passer à côté de ce qu'on appelle la stratégie d'activité, hein, heu, qui peut être, mise au niveau de l'affaire ou d'un business unit, hein, elle peut comprendre une stratégie de marque, une stratégie de produit, et cetera. Mais il faut bien comprendre que, cette stratégie, eh ben, on a dans la gestion des organisations toute une série de poupées russes comme ça, hein et donc effectivement, il y a toute une série d'activités qui peuvent, hein, pas forcément, hein, qui peuvent être inclus dans une division et fatalement cette division, si elle existe, c'est qu'elle, elle bénéficie d'une stratégie, également. Ces divisions peuvent éventuellement être, intégrées dans une entreprise, hein et donc évidemment, il y aura une stratégie au niveau de cette entreprise aussi et dans chaque activité, vous aurez une ou pour chaque produit, vous aurez une stratégie pour
une des composantes du marketing mix, hein, et hein, je vous renvoie à d'autres cours pour savoir évidemment que chacune de ces stratégies de chacun des composants du marketing mixte, hein, doit être gérée ensemble, hein. Donc il y a toute une série de poupées russes et à l'intérieur de ces poupées russes, des choses en interaction et donc il faut bien comprendre qu'on va voyager dans toutes ces notions, mais je vais essayer de prendre comme notion centrale une stratégie d'activité, même s'il y a d'autres moments, je parlerai évidemment des autres niveaux parce qu'ils sont en interaction les uns avec les autres et donc ça n'a pas de sens d'en parler séparément. Voilà. En ce qui concerne l'horizon temporel, hein, il est, disons, classiquement divisé en court terme, moyen terme et long terme, hein. Bon, ben, on sait tous que le temps, c'est un continuum, hein, donc voilà, c'est un parti pris. Bon, historiquement, on dit que le court terme, c'est inférieur à un an. Le moyen terme, c'est entre un an et 3 ou 5 ans, suivant les sources. Et donc, long terme, la partie dite vraiment stratégique, en principe, quand vous faites une stratégie à 3 ans. Alors, je dis de nouveau en principe, parce que la réalité de notre environnement, c'est que les choses s'accélèrent très rapidement, que l'incertitude est de plus en plus grande et que, une stratégie à 3 ans, ça c'est parfois un peu compliqué, hein. En tout cas, il y a certaines situations, par exemple, hein, la pandémie, que nous vivons actuellement nécessite, hein, que votre stratégie a été faite il y a 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans, on s'en fout, il faut la refaire maintenant, quoi, parce que, les conditions ont tellement changé qu'il faut la remettre sur le tapis. Voilà. Hein, et donc, bah oui, je entre en les différents plans, hein, différents niveaux de plans et ben, fatalement, au plus, vous serez à un niveau macro, au plus vous serez, hein, donc au niveau de l'entreprise, hein, dans la classification que je vous ai mis sur la gauche. Si vous êtes au niveau de l'entreprise, eh ben, on est plutôt sur du long terme, tandis que si vous descendez et à l'extrême, vous allez, hein, aller sur une composante du marketing mix d'un produit, ben là vous êtes sur du super court terme, hein. Et entre les deux, ben, hein, il y a une certaine marge. Euh, ouais, c'est toujours un peu bizarre d'aller mettre des trucs dans des cases à ce niveau-là. Il faut bien plutôt l'imaginer comme quelque chose, hein, d'un peu modulable et que c'est qu'une tendance qu'on est en train de décrire ici. Au plus vous êtes à un niveau macroscopique, au plus vous allez viser le long terme, hein. Et tandis que quand vous êtes au niveau microscopique, c'est plus intéressant de réagir à des choses à très court terme. Voilà. Euh, Voici deux processus d'établissement du plan stratégique, hein, de l'activité, mais hein, comme on a bien vu, hein, voyez ici, hein, l'activité est comprise dans l'entreprise, qui comprend elle-même plusieurs produits au cas par cas, hein. Parfois vous avez une entreprise qui n'a qu'une activité avec un seul produit, ça peut aussi arriver, hein. Mais donc il faut bien se représenter ici qu'on a une sorte de hiérarchie, un organigramme, hein, dans lequel on va voyager et que une vérité n'est pas à un niveau, n'est pas forcément valable à l'autre niveau non plus. Pour ce qui est du reste, hein, c'est-à-dire que nous, on va parler du, du début de la planification, en fait, hein. Pour ce qui est du mise en œuvre contrôle, là, c'est pas une hiérarchie, hein, donc on voit qu'il y a des flèches dans tous les sens. Il y a une espèce, comment est-ce qu'on dirait? Moi, je dirais oui, une espèce d'algorithme, hein, je l'ai mis sur le côté, hein, un algorithme, c'est-à-dire un cycle itératif et adaptatif. Ça, ce serait probablement la meilleure manière de le décrire, hein. C'est-à-dire que c'est pas une recette de cuisine qui est réellement unique, hein. Il y a pour autant un espèce de sens, hein, issu de la route d'Heming, en gros, hein, plan, do, check, act, et on tourne comme ça, hein.
Bon, c'est une manière de se dire qu'il y a, une sorte d'algorithme, mais cet algorithme, il est pas, codé, en dur comme en informatique. C'est-à-dire que, si jamais, il est nécessaire de s'adapter pour une raison ou une autre, hein, il faut que cet algorithme soit un peu, flexible. Hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'on revient tout le temps sur les mêmes étapes. On va y aller de plus en plus profondément chaque fois qu'on revient sur ces étapes. Et on passe un peu de l'un à l'autre en fonction du moment. Hein. C'est un peu comme si on remettait ça au niveau personnel. Eh ben, le matin, suivant que il pleuve des cordes ou que il fasse grand soleil, vous n'allez pas faire la même chose. Et ça, vous pouvez le dire que le matin en ouvrant votre fenêtre et en regardant comment il fait dehors. Hein, eh ben, c'est la même chose, hein, avec le plan stratégique, enfin en tout cas avec la stratégie, c'est que voilà, vous vous adaptez collectivement ici, hein, mais donc à la situation. Bon, dans cette planification, on est ici au niveau avec le diagnostic stratégique, hein, on est en principe, si on voulait décrire un processus de manière, comment dire, strict, voilà, hein, ce qui n'est pas le cas, comme je viens de l'expliquer, hein, ben, on mettrait ça après l'établissement de la mission du niveau en question, ici, mission de l'activité, puisque hein, nous, on va parler de plan stratégique d'activité. Donc on se dit, ben, ok, quelle est la mission de notre activité? Une fois qu'on a cette mission-là, eh ben, on va faire notre analyse interne et notre analyse externe, hein, et on va faire ce qu'on va appeler le SWOT, hein, Strength, Weakness, Opportunities and Threat, hein, et à ce moment-là, on aura fini notre diagnostic stratégique. Ça ne veut pas dire que hein, on ne peut pas y revenir, comme on voit ces flèches-là qui tournent. Hein, et je dirais même qu'elles tournent plus que ça, hein, parce que là, ils attendent le suivi et le contrôle pour repasser à tout, mais parfois, hein, il faut repasser directement au moment de la formulation des objectifs. On se rend compte que on a une faiblesse qu'on n'avait pas anticipée. On retourne à l'analyse externe ou interne, interne dans ce cas-ci. Et voilà. Donc, ce dernier dessin est important pour savoir où situer ce cours par rapport à d'autres cours que vous pourriez avoir. Hein. Donc, tout ce qui est mission, vision, système de valeurs. Moi, je vois ça dans un cours qui s'appelle Organisation des entreprises et éléments de management. Euh, je vais essayer, tenter en tout cas, de vous faire des petites vidéos à ce propos-là aussi. Hein. Et la suite, bah, c'est un cours que je ne donne pas, mais un cours de stratégie hein, serait, oui, pourquoi pas project management, hein, ça peut marcher aussi. Hein, ça fonctionne assez bien. Voilà. Quelle est la structure du plan stratégique? J'aurais dû mettre structure entre guillemets aussi, hein, pour les mêmes choses que je vous ai déjà dites. Ben, on peut se demander d'abord qui rédige ce plan stratégique. Hein. Eh ben, ça dépend vraiment d'un endroit à l'autre. Ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être le directeur marketing, ça peut être le responsable de marque, de marché, de produit. Hein. Voilà, ça dépend de la taille de l'organisation, ça dépend des pratiques dans l'organisation. Ce qui est sûr, c'est que c'est un processus itératif et idéalement adaptatif. OK. Donc, alors oui, j'utilise volontiers, 2 sources, pour faire ce cours. La première, c'est le Kotler, hein, qui est plutôt, d'obédience américaine et le Mercator qui est plutôt d'obédience, européenne enfin française en fait, hein. Et donc, on remarque que ce sont 2 bibles, du marketing et on remarque qu'en fait, ils disent pas la même chose l'un et l'autre, hein, et pourtant ils disent des choses sensées, c'est pas ça, hein, mais donc ici je vous ai repris, donc les schémas précédents venaient du Kotler, ici je vous ai repris un schéma qui vient du Mercator et beh, vous voyez que, hein, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est différent d'une organisation
à l'autre que ça fait partie aussi, hein, ce processus fait partie aussi de l'élaboration de leurs facteurs clés de succès. On l'a vu dans le 7S, hein, et donc voilà, on peut jamais que donner une certaine forme de recette de cuisine, et puis si vous voulez devenir un cuisinier créatif et adapter la recette, hein, vous avez là un point de départ, ou même plusieurs points de départ que vous pouvez, hein, faire évoluer. Voilà, voilà. Alors, quelques points d'attention. Je vous ai mis sur la droite une proposition de structure, hein, pour voilà, écrire un document, hein, qui pourrait s'appeler plan marketing, hein. Et on voit bien que ici, la première partie, c'est l'analyse diagnostique, hein, et que, évidemment, cette analyse diagnostique, elle doit être pertinente, hein. Vous ne devez pas aller commencer à mettre des choses là qui sont issues de vos préjugés ou qui sont carrément faux, hein. Mais le fait que ce soit pertinente ne suffit pas au fait d'avoir une stratégie efficace. Dans une certaine mesure, la stratégie, c'est lancer les dés, hein. Donc, il ne faut pas oublier, hein, qu'il y a toujours un facteur chance aussi, hein, dans votre stratégie. Mais en tout cas, hein, le fait que ce soit donc que l'analyse diagnostique soit une préparation à d'autres choses, hein, veut dire que si vous avez fait une piètre préparation, la suite sera mauvaise, ça c'est sûr. Mais une bonne préparation ne suffit pas à ce que la suite soit bonne. Ok, il faut bien sûr le facteur chance, et puis il faut encore, hein, toute une série d'opérations et de structures pour que aussi bien la formulation de cette stratégie que sa mise en application, hein, soit cohérente, bien faite, hein, et ce sera finalement la partie que vous faites le moins bien, je veux dire, qui, hein, sera déterminante quant à votre probabilité de succès. Et voilà. L'analyse doit conduire au diagnostic, mais ça on l'a bien compris, hein. Je vais aller chercher la cause des symptômes, hein, et donc, pour mes forces et mes faiblesses, et ça je vais devoir le diriger vers des futurs possibles et en choisir un. Le dernier point d'attention, et cette liste n'est pas exhaustive, hein, le dernier point d'attention, c'est que souvent, quand vous écrivez un plan marketing, ce plan marketing, il est à destination de spécialistes qui travaillent déjà dans votre entreprise et qui donc connaissent les lieux communs. Ok. Ce qui les intéresse, c'est finalement la petite tendance que vous avez été le seul à remarquer. Hein, j'ai mis un petit papillon là pour me rappeler de vous parler de l'effet papillon, hein. Ce qui est ce qui est visionnaire, hein, pas toujours dans le bon sens du terme, mais hein, ce qui est visionnaire, c'est de repérer le battement d'ailes de papillon qui va changer toute la dynamique, hein. Si vous arrivez à repérer celui-là avant les autres, et ben là, vous avez un facteur clé de succès en main et vous pouvez vous préparer avant les autres, hein, pour pouvoir bondir sur votre proie efficacement une fois que la tempête se sera mise en place. Voilà. Oui, je vous l'ai déjà dit, le but est après de tirer les conséquences stratégiques et je vous ai même dit comment faire, hein. Et puis, dernier point, ça va de soi, on essaye de faire quelque chose d'un peu vivant avec un peu d'animation, histoire que on s'endorme pas, hein. Il faut pas oublier non plus que tout ça, il y a du relationnel dedans. Encore un point important, hein, je vous ai déjà parlé d'itération dans l'établissement de la stratégie, hein, un algorithme itératif et adaptatif. Dans l'élaboration de mon diagnostic stratégique, je vais faire la même chose, hein. C'est-à-dire que hein, je vous ai remis des schémas qui viennent toujours du business model Canva, dont je vous ai déjà parlé, hein. Et
le principe de ce schéma, c'est de nous montrer que je peux me focaliser, hein, sur des éléments, qui sont plus précis ou qui sont plus globaux. Alors, à l'extrême du global, on a l'environnement, hein, dans quel contexte est-ce que j'agis, hein? Quand est-ce que cet environnement va changer? Pourquoi je fais les choses? C'est pour souvent répondre à quelque chose de l'environnement, hein? Ou quand, pourquoi? On a le business model qui nous montre, hein, comment je fais les choses et avec qui je vais les faire, hein? Comment ça va être rentable, avec qui je vais faire les choses. Et puis, à un niveau microscopique, enfin microscopique, plus précis, hein, on aura, hein, la proposition de valeur. Qu'est-ce que je vais proposer à qui? Ok. Pour résumer, hein, je vous réfère au livre en question si jamais vous voulez creuser ça, hein. On a un cours de laboratoire qui vous permet de bien voir ces choses-là, hein. Il faut pas croire qu'il y a un process strict dans ça, hein. Ça dépend un petit peu, hein. Vous allez faire des allers-retours entre une manière de voir les choses globales, une manière de voir les choses précises, et c'est en faisant des allers-retours entre hein, ces trois niveaux qui sont décrits ici, que vous allez finalement générer des idées de stratégies possibles que vous allez pouvoir proposer, hein, dans le cadre de votre activité. Très très bien. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps pour voir, vite fait, hein, quel va être le sujet des prochains cours. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle la segmentation stratégique, hein. Le but, c'est de voir un petit peu comment, faire des unités de réflexion, hein, afin, d'une part, savoir comment fonctionne quelque chose, hein. Pour savoir comment fonctionne quelque chose, en général, il faut le délimiter, ne fût-ce que pour savoir qu'est-ce qui en rentre et qu'est-ce qui en sort, hein, qu'est-ce qui y rentre et qu'est-ce qui en sort. Hem, on va pouvoir affecter, à la fois des objectifs, hein, à ce qui se passe à l'intérieur et des ressources, ce qui en rentre, hein. Donc on est là, ce qui rentre, ce qui sort, et si on n'a pas cette unité d'analyse, et ben, on sait pas faire la suite. Alors, je suis conscient que c'est un peu un serpent qui se mord la queue, vu qu'on se dit, ben voilà, on va essayer de délimiter un segment stratégique, c'est-à-dire quelque chose qui a des facteurs clés de succès homogènes. Donc des facteurs clés de succès homogènes, ça veut dire une stratégie unique en fait, hein, ou une stratégie cohérente qui fait un tout. Mais donc, on délimite quelque chose pour faire une stratégie cohérente, et on le délimite à un niveau où on a une stratégie cohérente. Finalement, est-ce que c'est encore cohérent de dire ça comme ça? Voilà, hein, en attendant, moi j'ai l'impression que c'est un serpent qui se mord la queue, mais l'objectif est là. Et donc on va devoir faire des allers-retours entre plusieurs manières de faire pour arriver, hein, à quelque chose qui soit le plus proche possible d'une limite, hein, avec une stratégie unique à l'intérieur. C'est un vœu pieux, hein, ceci dit, mais bon, soit. Euh, alors ça, c'est assez intéressant. On va essayer de classer les environnements des organisations. Bon, ici, j'ai pris la matrice BCG, enfin une des matrices BCG, hein, pour voilà, expliquer 4 types d'environnements différents. Bon, il y a toujours un parti pris aussi sur la manière de diviser, hein, les types d'environnements et de savoir qu'est-ce qu'ils ont en commun. Et évidemment, c'est pas parce qu'ils ont ces critères-là en commun qu'ils n'ont pas leurs particularités en dehors de ces lieux communs. Mais voilà, ça permet de réfléchir un petit peu à des types de règles du jeu qui seraient relativement homogènes en fonction de critères tels que le nombre de facteurs clés de succès possibles et la hauteur des barrières à l'entrée, hein, dans ce modèle-ci, hein. Et du coup, puisque j'ai des règles du jeu communes dans ces différents domaines, ça va me permettre d'avoir des pistes de réflexion pour une stratégie cohérente pour mon organisation. Alors celui-ci, c'est un grand classique, hein, les 5 forces de Porter. Porter qui est un gourou, hein, de l'analyse concurrentielle, il a eu beaucoup de succès.
d'ailleurs ce n'est pas le seul modèle que je vais voir de lui avec vous, hein, développé en 82, ça fait déjà un petit bout de temps, hein, donc mais il a été excessivement bien documenté. Et c'est intéressant parce que, il combine plusieurs vues, hein, notamment des vues, internes au secteur, comme les concurrents, et externes au secteur, comme, les nouveaux entrants, les substituts, hein, les clients, les fournisseurs, hein. Et donc, voilà, ça nous permet, hein, d'avoir cette double vue, hein, qu'on a, représentée. Bon, ouais, ce n'est pas exhaustif non plus, hein, parce qu'il y a eu pas mal d'autres documentations depuis, mais c'est un grand classique à côté duquel on ne peut pas passer. Voilà. Alors, autre modèle de notre ami, Michael Porter, la chaîne de valeur. Alors celui-là, il est incontournable, hein. C'est un résumé finalement, c'est un résumé, d'un pour moi, d'un processus, d'organisation. Voilà, hein, donc si on essaye de zoomer là-dessus, hein, on va tomber sur des process, sur des manières de faire structurées, hein. Et ça peut nous mener, hein, à une analyse des fonctions, des activités et des interactions, hein. Donc on retrouve, hein, ces 3 points qui sont aussi importants, quand on cherche des facteurs clés de succès. Le premier, c'est les ressources, OK? Hein, qu'est-ce qu'on a comme ressources qui nous permettent de développer un facteur clé de succès? Hein, et oui, et qu'est-ce qui génère un facteur clé de succès? C'est quelque chose qui a de la valeur pour le client, hein, ou qui augmente la valeur pour le client, ou c'est quelque chose qui diminue mes coûts, hein. Donc on retrouve ici l'équation finalement, ben, si on le prend au niveau économique, on peut retrouver l'équation du profit, hein. Le profit, c'est chiffre d'affaires moins coût. Alors c'est clair que si ça augmente la valeur pour le client, ben, il va être prêt à payer plus pour vos produits, vos services, hein. Donc ça, c'est le côté chiffre d'affaires qui va augmenter. Et moins coût, ben, si vous arrivez à faire des économies, eh ben, vous allez aussi augmenter votre... Enfin, pour un même niveau de qualité, entendons-nous bien, ou pour un même niveau de valeur perçue, hein, eh ben, vous allez aussi arriver à créer de la valeur en termes de profit, hein. Ce même raisonnement peut être pris à des niveaux non économiques, bien sûr. Hein. Mais donc, on aura analyse des ressources et des compétences. Ça, c'est les 2 points qui sont internes à une fonction et une activité. Et puis, au niveau interaction, on aura tout ce qui est organisation, hein, aussi bien à l'intérieur de chacune des fonctions que des fonctions ou des activités entre elles, que l'organisation avec, hein, ses fournisseurs et ses clients dans la filière. Alors, c'est une autre vue que, celle-ci, hein, les 5 forces de Porter. Ici, on est un peu disons, on va décrire quels sont les pouvoirs des uns et des autres, hein. Finalement, c'est avec nos clients et nos fournisseurs, on va se dire, ouais, qui peut obliger l'autre, contraindre l'autre à lui filer plus de valeur due à la position réciproque, hein. Et ici, on est plus dans comment est-ce que je peux m'organiser avec mes fournisseurs et mes clients pour arriver à créer plus de valeur ensemble. Alors ça, c'est une vue qui est quand même vachement plus moderne, hein. C'est ce qu'on essaye de faire pour le moment, c'est arriver à coopérer adéquatement pour créer de la valeur ensemble. Voilà. Alors, on va aussi, dans le cadre notamment des activités de benchmarking, on va essayer de faire ce qu'on appelle des groupes stratégiques. Le principe ici est de rassembler les différents acteurs sur un marché en se demandant qui fait comment ou qui fait quoi, c'est-à-dire quelles sont les hypothèses que chacun, hein, chacune des parties prenantes sur le marché, hein, des concurrents sur le marché, essaye de prendre, hein. Par exemple, moi, j'essaye de, voilà, de cibler, hein, une population précise. L'autre a plutôt une politique de masse, hein. Voilà. Le troisième essaye de faire le moins cher possible en bricolant avec des bouts d'allumettes. Euh, voilà, et on essaye de rassembler ceux qui ont chacune des politiques, et puis de regarder, ben, finalement, qui a du succès avec sa politique, hein. Et donc il y a une sorte
on va essayer en tout cas de repérer des corrélations, hein, donc ça veut dire des, des liens probables de cause à effet, hein, et j'ai bien dit probable, hein, parce que après, ben, il faudra vérifier, hein, par toute une sorte de technique, qu'il y a vraiment, hein, un lien de cause à effet et que c'est pas juste un, un hasard. Ou voilà, une autre façon de voir les choses qui pourrait expliquer mieux ça, hein. Et donc, une fois que je sais, enfin, si j'ai bien bossé, j'ai de fameux doutes sur ce qui permet le succès et ce qui ne le permet pas, hein, et bien à ce moment-là, ça va m'aider à prendre mes propres choix stratégiques. Alors, celui-ci, ce cours-ci, bah, il me vaut, d'être, pas mal détesté de mes étudiants. Il y a pas mal de maths là-dedans. Le principe est de partir de, votre bilan et de votre compte de résultats et grâce à ça, d'arriver à faire des ratios qui permettent de voir quel type de, stratégie chacune des organisations est en train de travailler. Hem et aussi de faire du benchmarking. Alors, c'est très intéressant de travailler ça parce que les bilans et les comptes des résultats, en tout cas pour les sociétés d'une certaine taille, ils sont disponibles, hein, gratuitement, publiquement, hein, à la Banque Carrefour des entreprises. Et donc finalement, vous allez pouvoir aller chercher ces informations pour vos concurrents, hein, et commencer à regarder, hein, un petit peu, ben, faire une analyse de marché assez rapidement et de manière assez cohérente. Voilà, alors ce ne sera pas un cours, hein, de comptabilité, analytique, ni d'analyse de ratios, bilantaires et donc voilà, je vais tenter d'aller vite et clairement sur pas mal d'aspects, ce qui fait que parfois certains étudiants sont un peu paumés. Je vous pardonnerai si vous l'êtes un petit peu puisque, de toute façon, vous allez voir ça dans un autre cours. Très, très bien. Et pour terminer, une petite analyse de portefeuille. Il y a aussi une matrice, assez connue on appelle BCG, hein, qui, permet de faire cette analyse. Elle est néanmoins un petit peu, dépassée, hein, et nous, on prendra une matrice, développée par McKinsey, hein. Enfin, je vous expliquerai les 2, hein. Mais le principe, c'est de se dire: «Beh, voilà, j'ai différents», bon, ici, c'est une analyse au niveau d'une entreprise qui a plusieurs types d'activités, au moins. Et de se dire, ben voilà, si je veux être, comment dire, voilà, pouvoir gérer le cash que je génère avec une certaine certitude de pouvoir générer du cash dans le futur, eh ben, il y a une espèce de mouvement cyclique qui doit se faire entre des activités dans lesquelles je dois pas trop investir, mais je dois retirer du cash, d'autres qui sont stratégiques dans lesquelles je dois investir du cash pour qu'elles deviennent mes futurs, ce qu'on appelle des vaches à lait, donc mes futurs producteurs de cash, hein, et qu'il y a une espèce de cycle comme ça à obtenir pour pouvoir avoir une production de cash constante et une rentabilité, hein, pour mes actionnaires. C'est une manière de voir les choses qui peut être aussi finalement pour ceux qui voudraient faire des investissements, hein, une manière de réfléchir ces différents investissements, hein, savoir où est-ce que vous devez récolter les dividendes et où est-ce que vous devez euh, permettre le fait que ces entreprises ne soient pas rentables parce qu'elles ont un potentiel stratégique futur. Ok. Et donc il y a vraiment un équilibre, hein, hein, entre ces différentes choses-là qu'il faut arriver à obtenir. Voilà, donc ça c'est l'analyse des portefeuilles d'activité. Eh ben, je pense qu'on en a fini. Ben voilà, hein, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Et donc vous savez ce qu'on va avoir pour les prochains cours. Et pour ceux qui sont en cours avec moi, n'oubliez pas de faire les exercices. À bientôt.